1972. Hydro-Québec veut construire un barrage sur une rivière majestueuse, la rivière Jacques-Cartier. Pour la première fois, des citoyens s'opposent à Hydro-Québec pour sauver une rivière. Pour la première fois, Hydro devra abandonner un projet controversé. C'est la bataille de la Jacques-Cartier. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Aujourd'hui, il est question d'une rivière grandiose, la rivière Jacques-Cartier près de Québec. Un véritable trésor naturel surtout pour Hydro-Québec qui, en 1972, veut y installer un barrage. Ce projet scandalise et mobilise des centaines de citoyens, des citoyens déterminés à ce que l'on ne touche pas à la rivière Jacques-Cartier. Ce sera la première bataille de l'histoire contre Hydro-Québec. La Jacques-Cartier, c'est une rivière absolument unique. C'est une rivière majestueuse, si on peut dire. C'est quelque chose d'unique dans l'Est. Il n'y a pas de rivière comme la Jacques-Cartier aussi accessible, aussi proche d'un centre urbain comme Québec, nulle part dans l'Est de l'Amérique du Nord. En 1972, Jean Bédard a 34 ans. Il est biologiste et professeur à l'Université Laval. Ce n'est pas un militant, mais il va bientôt le devenir. C'est que l'Hydro-Québec, eux autres, ils ne posaient pas de questions à personne. Dans ces années-là, ils annonçaient pas leurs projets ou leurs avant-projets. Alors, à un moment donné, les gens m'ont dit, as-tu vu, ils ont fait une tranchée dans la vallée. L'Hydro veut faire un barrage juste ici et ça va refouler l'eau dans le parc des Laurentides. Le projet Champigny, c'est son nom, pourrait dénaturer la vallée. On parle d'un barrage de 50 mètres de hauteur qui va refouler l'eau sur plus de 30 km, en partie dans le parc des Laurentides. On ne pouvait pas autoriser la compagnie, si prestigieuse soit-elle, à s'implanter sans rendre de compte au public dans un parc. Alors là, tout le monde s'est éveillé. On a eu cette assemblée de cuisine-là et là, le bal est parti. Au fond de la vallée, dans le village de Tewksbury, Jean Bédard et ses voisins se mobilisent. À coups d'affiches et de discours, ils vont chercher du renfort. Tout ce qu'il y avait de groupes structurés ou d'associations, on les rencontrait. Alors on se tapait des conseils d'administration puis des midi-rencontres avec tous ces groupes-là. Je ne connais rien de ces gens-là. Je les vois apparaître au moment où ils commencent à protester, et assez fort, merci. Et là, je demande de les connaître davantage. Tout le document de l'Hydro-Québec. Paul Laurent est leur vis-à-vis. À ce moment-là, il travaille à Hydro-Québec, aux relations publiques. Et qui se base sur les hypothèses de toutes les expériences des études de menées. Alors, je demande même à l'Hydro qu'on les rencontre, qu'on fasse au moins une petite vérification qui ils sont. Ça m'est refusé, évidemment, parce que on ne se met pas à parler comme ça à des gens qui sont des opposants, des contestataires, des empêcheurs de tourner en rond. On déploie la machine et on fait de l'information. Le comité lance une pétition. 20 000 personnes la signent. Une quarantaine de maires les appuient, dont Gilles Lamontagne, maire de Québec. Alors, presque à tous les 2 ou 3 jours, il y avait quelque chose qui sortait. Il y avait un nouveau groupe qui s'affirmait contre le barrage, contre le projet Champigny. Alors, on poussait sans arrêt. C'était énergique et ça lâchait pas. Au début des années 70, Hydro-Québec, c'est le symbole du Québec moderne. La nationalisation de l'électricité en a fait une société d'État que tout le monde respecte. Jamais Hydro-Québec n'avait fait face à une contestation publique. C'était la première fois. Hydro-Québec n'avait pas les mots pour parler aux citoyens. On ne pouvait pas, Hydro-Québec, avoir un discours ou un dialogue sociopolitique avec les gens de la société. C'était une société technique et d'ingénieurs et scientifiques. Et ce que les ingénieurs annoncent, c'est une centrale qui produira de l'énergie 2 heures par jour, en période de pointe.
parce que la multiplication des appareils électriques a fait exploser la demande. La couverture est électrique, le broyeur, le mécanique de la cuisine, le déshumidificateur, la cuisinière, l'aspirateur, radio et réfrigérateur, cafetière et congélateur. Il y a jusqu'à l'heure qui est électrique. On faisait la promotion de la consommation d'électricité. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. On est propre. On poussait, évidemment, pour augmenter la consommation, puis après ça, on se questionnait qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à la demande. Hydro-Québec craint d'être à court d'énergie de pointe dès 1979. Et c'est justement ce qui justifie la construction du barrage sur la Jacques-Cartier. C'est l'hydroélectrique et c'est la rivière Jacques-Cartier. Pour le moment, pour 79, malheureusement, c'est à peu près ce qui nous reste d'alternative. Mais pour Jean Bédard et son groupe d'opposants, c'est un faux choix. Si on ne fabrique pas l'énergie pour répondre à la demande de pointe sur la Jacques-Cartier, on la fabriquera très bien ailleurs. Il y a une pléiade de sites où on peut faire des centrales à réserve pompées au Québec, à proximité du réseau. Je l'entends, là, je me souviens de l'avoir entendu. C'était encore une fois de revenir. Allez le faire ailleurs, faites-le pas chez nous. Monsieur Laurent, je le harcelais, j'étais tyrannique avec lui, je lui téléphonais, mais il me répondait toujours de façon courtoise. Et je sentais qu'il bouillait. Mais dans le temps, là, c'était par bout très frustrant. Ça méritait, je me promenais, j'étais au siège social d'Hydro sur René Lévesque. Je descendais, je prenais des bonnes marches. Je respirais par le ventre. Et je continuais. Monsieur Claude Simard, député de Richelieu. En même temps, la bataille devient politique. Claude Simard, le nouveau ministre responsable du tourisme et des parcs, est dans la mire des écologistes. Son entourage le met au parfum du conflit, sachant bien qu'il ne connaît rien à la rivière Jacques-Cartier. Au début, on me parle de la rivière Jacques-Cartier, qui est à quelques pas de Québec. C'est une belle rivière. Mais, vous savez, moi, je viens d'une région pas loin de Montréal qui s'appelle Sorel, où je vois souvent la rivière Yamaska, que je vois souvent la rivière Richelieu, enfin la rivière Nicolet, et tout ça. Alors, pour moi, une rivière, c'est... bon, c'est à peu près ça. Guy Lemieux descend dans le bureau du ministre. Ancien directeur des parcs, il fait réaliser à Claude Simard que la Jacques-Cartier est un bijou. Bien, j'ai dit, écoute, moi, je me dis, là, la chose qui peut te convaincre le plus, c'est pas un hélicoptère du gouvernement, là, puis voir ça, on va laisser une belle journée de soleil, là, puis on regarde là comme il faut. Bon, ben, j'ai dit, on va aller voir. Alors, on a analysé l'hélicoptère. Et puis, on a passé une bonne partie de la journée à survoler très bas la rivière Jacques-Cartier. Alors, à ce moment-là, vous pouvez me croire que ça a été pour moi, ça, une révélation absolument unique. Mes chers amis, la baie James, c'est la nouvelle frontière du Québec moderne. La baie James, lorsque l'aménagement sera terminé, ce sera la plus grande réalisation hydroélectrique du monde. En 1972, la baie James est en construction. Un projet autrement plus important que la Jacques-Cartier. Mais le chantier ne sera pas fini avant 1980. Et d'ici là, Hydro-Québec aura besoin de la centrale sur la Jacques-Cartier. C'est impératif. La seule alternative que nous entrevoyons présentement, ce serait une installation de turbine à gaz. Et évidemment, je n'ai pas à vous dire que sur le plan environnement, le choix est facile à faire. C'était des menaces. On essayait tout à coup de dire, mais pourquoi vous nous empêchez de continuer à développer... c'est quoi votre problème, vous autres, là, les écologistes, là? Les écologistes sont les premiers à sonner l'alarme. Mais il y a aussi des fonctionnaires qui sont contre le projet. Évidemment, eux, ils ne peuvent pas le dire publiquement. Alors, un jour, l'un d'entre eux, un ami de Jean Bédard, lui fournit des munitions, de grosses munitions. Cette personne-là me fait comprendre qu'il y a sur son bureau un document. Elle le glisse devant moi et me fait signe qu'il y a une photocopieuse là-bas. Il y a peut-être des choses dans ça qui t'intéresseraient. Alors, on voit ça dans les films, ce genre de situation-là. Et moi,
de la misère à réagir. Je comprends pas qu'on veut me faire lire le document, mais finalement, j'allume au moment où il se lève et il me dit qu'il va revenir dans une dizaine de minutes. C'est bizarre qu'on ait une entrevue et qu'il s'en aille. Alors là, je prends le document et je l'ouvre et je constate qu'effectivement, dans ça, il y a un projet d'une envergure qui est carrément différente. Ce n'est pas 1000 mégawatts qu'on projette de faire ou qu'on peut faire sur la Jacques-Cartier, mais c'est 25 000 mégawatts. Le comité a fait savoir qu'il a mis la main sur un rapport confidentiel qu'une seule centrale à réserve pompée sur la rivière Jacques-Cartier, mais bien 7 centrales. Assez modeste sera finalement plus considérable que la réalisation effectuée sur la rivière Manicouagan. Alors là, il y a un document en or. Hydro-Québec ne nous a pas tout dit. Il y a donc des faits cachés. Il y a une intention cachée. La rivière Jacques-Cartier va devenir le centre de production d'énergie de pointe pour tout le territoire québécois, tout le réseau d'Hydro-Québec. Il y a quelqu'un qui, si vous me permettez, qui fout la pagaille. Il m'en informe pas. Et là, je suis pris avec le panier de crabes. Ben là, je pose des questions, évidemment. Puis là, la réponse, c'est, fais du mieux que tu peux. On dénonce l'Hydro. Hydro a voulu tromper l'opinion. Hydro projette de faire sur la Jacques-Cartier un centre majeur de production d'énergie de pointe et 25 000 mégawatts. Bon, alors. En tout cas, ça donne 25 fois plus de raisons de se battre contre l'Hydro. Hydro a juste parlé de la pointe de l'iceberg. Nous, on va détruire une rivière de Québec pour fournir de l'énergie à Montréal. Définitivement, ça a été un point tournant parce que là, on mettait en doute la crédibilité de l'Hydro. Dans l'opinion publique, la méfiance s'installe. La nouvelle s'évente et on commence à douter de la bonne foi d'Hydro-Québec. Rien pour rassurer les Autochtones du Nord qui négocient en même temps avec Hydro-Québec. Ça devenait évident que ça pouvait se transposer ailleurs. Ça devenait risqué. Et moi, je savais ce qui se passait dans les relations, les discussions avec les Indiens, Cree de la baie James et les Inuits. Et puis, il y avait des similarités que j'expliquais aussi au patron de l'Hydro. Puis, disons qu'il y avait des risques d'interconnexion entre les deux. Hydro-Québec ne veut pas se mettre l'opinion publique à dos pour ses projets futurs. Et le comité de conservation de la Jacques-Cartier ne veut pas passer pour un groupe d'irresponsables qui met en péril la sécurité énergétique. On disait non, Hydro-Québec a sa place, Hydro-Québec doit suivre sa mission, puis c'est une obligation sociale. On a besoin d'énergie pour assurer l'épanouissement de notre industrie et de nos institutions, puis c'était normal. Mais on ne peut pas faire de l'énergie n'importe quand puis n'importe où. On ne peut pas bâtir de snacks à patates frites dans les églises pour les rentabiliser. On ne peut pas faire de barrages dans les parcs. C'était simple comme ça. Pour bloquer la route à Hydro-Québec, Jean Bédard a un atout majeur, la loi du parc des Laurentides. Elle interdit à quiconque d'altérer le parc, même à Hydro. À moins de dire, la loi des parcs n'est pas bonne, on n'a pas besoin de parc. Qui a besoin de parc? Personne n'a besoin de ça. C'était difficile de dire ça. Ça faisait 100 ans qu'on en avait un, puis là, tout à coup, il aurait fallu dire les parcs ne servent à rien. Et personne ne pouvait dire ça. On était comme inexpugnable. Personne ne pouvait nous attaquer sur cet argument-là. En l'an 2000, quand il y aura 1 million de personnes dans le Québec métropolitain, on sera bien content d'avoir le parc des Laurentides. La Jacques-Cartier, à l'échelle régionale, c'est le genre de menace qui guette les autres parcs du Québec. Mais voyons donc, comment voulez-vous mettre en œuvre quelque chose comme ça sans détruire irrémédiablement la rivière puis le site? C'était pas bon pour l'Hydro en termes de balbâtage médiatique. C'était pas bon pour le gouvernement non plus. C'était négatif. Politiquement, le projet est devenu indéfendable. Mais même à Québec, les ministres n'osent pas affronter la puissante société d'État. Hydro-Québec est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement. Et puis quand Hydro-Québec décidait d'un projet, c'était réglé. C'était presque la papauté qui parlait, vous savez. Claude Simard passe à l'attaque. Devant le Conseil des ministres en février 1973, il va défendre la loi du parc des Laurentides. Il obtient l'appui de ses collègues et demande à Hydro-Québec de sortir du parc. Vous les mettiez à la porte? Ben oui, directement, à la porte. Et puis, sans préavis, de la même façon qu'eux sont arrivés chez nous.
À ma connaissance, c'était la première fois qu'Hydro se faisait mettre au pas de cette façon-là. Les titres des journaux disent Hydro a perdu la première manche, donc en voulant laissant entendre que Hydro reviendrait à la charge. Il y a des colonnes, dans des chroniques dans les journaux qui disent, vous savez, Hydro-Québec n'a pas dit son dernier mot, ils vont travailler les parlementaires, puis vous allez voir qu'ils vont revenir. Puis nous, devant ça, ben là, on n'a pas le choix. On voit revenir une pression, puis on se demande, est-ce que M. Simard va tenir le coup devant ses collègues? Est-ce qu'il va vraiment résister? Pour revoir l'émission ou en savoir plus sur le développement hydroélectrique, consultez notre site Internet radiocanada.ca/parler. Si tu savais comment on s'ennuie. La construction du barrage Lamanique s'était faite dans l'enthousiasme. Aujourd'hui, Hydro-Québec devait se battre pour son barrage sur la Jacques-Cartier. Au printemps 73, en commission parlementaire, Hydro-Québec obtient une chance ultime de vendre son projet. C'était un peu pour sauver les apparences, mais pour moi aussi, c'était vraiment pour amener beaucoup plus loin l'information et de faire savoir que ce genre de projet, que c'était une façon de faire pour aussi protéger l'environnement, dans le sens que vous avez plus ces grandes lignes de transport qui vont à Manic et à la baie James. Pour dorer la pilule, Hydro-Québec bonifie son projet. Sa maquette laisse entrevoir des aires de jeu destinées aux loisirs. On fera un parc autour du barrage. Il y aurait des espaces pour le camping, des espaces pour le pique-nique, il y aurait des belvédères. L'exhaussement de la nappe d'eau permettrait de créer une voie navigable intéressante pour les bateaux de plaisance. Et il y a une foule de possibilités. Évidemment, le projet de bonification est venu après coup. Et puis, malheureusement, ça a pris une forme qui était tellement grossière que ça a été dévastateur. Ils auraient été mieux presque de ne pas en faire, parce que ce qu'ils ont proposé comme aménagement récréatif ne tenait pas debout. En mai 73, dans le Salon Rouge, les opposants viennent témoigner en commission parlementaire. C'était la seule tribune possible. Le bureau d'audience publique sur l'environnement n'existe pas. Parmi les voix qui s'élèvent contre le projet, celle de Guy Lemieux, la sommité des parcs. Il vient plaider pour la Jacques-Cartier. Vous ne serez pas capable de revoir la beauté de ça avec un barrage. Ça ne donne rien. Pour viser un parc avec ça, ça a pris du temps avant qu'il se mette en marche. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un sacrilège de faire ce dégât-là. Hydro-Québec n'arrive pas à convaincre les parlementaires du bien fondé de son projet. Mais le gouvernement ne l'enterre pas pour autant. En coulisses, Hydro-Québec exerce des pressions jusqu'au jour où le ministre Simard frappe à la porte du bureau de son beau-frère, le premier ministre Robert Bourassa. J'avais dit Monsieur le premier ministre, j'ai dit, écoute, Robert, j'ai dit, moi, je peux pas aller plus loin. J'ai été assermenté ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche. J'ai été assermenté pour faire respecter les lois à l'intérieur de mon ministère. J'ai dit, non, je peux pas aller plus loin. J'ai besoin d'une réponse. Alors, je suis sorti du bureau, mais pas longtemps après, j'ai eu un coup de fil qui m'a dit, alors, c'est réglé, fini, enterré, on n'en parle plus. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au Québec, le projet controversé d'aménagement de la vallée de la Jacques-Cartier a été une fois pour toutes abandonné. Le président d'Hydro-Québec, M. Aujourd'hui, je reste convaincu qu'on a perdu le plus beau projet de réserve pompée de la planète. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est une décision politique d'arrêter tout ça. Et l'hydro arrête et on continue sur la baie James. Finalement, il n'y aura jamais de barrage sur la Jacques-Cartier. Et le Québec ne manquera pas d'énergie en 1979, contrairement à ce qu'Hydro-Québec disait. Churchill Falls produira davantage. La Jacques-Cartier sera vraiment la première victoire des écologistes et des citoyens contre un projet hydroélectrique. Mais l'histoire va se répéter avec le barrage de Grande-Baleine et la centrale au gaz du Suroît en 2004. J'ai regardé, comme citoyen encore une fois,
ce qui s'est fait à propos du Suroît. Et j'ai encore vu l'Hydro impeccable sur sa communication technique et scientifique, mais nul sur sa communication sociale. Auriez-vous gagné si ça avait été une autre rivière? Ça aurait été plus difficile. On était bénis par deux faits. Elle était dans un parc, elle était grandiose. La bataille de la Jacques-Cartier n'a pas été très longue, mais ses effets se font encore sentir aujourd'hui. D'abord, elle est à l'origine d'une loi qui définit le rôle et le statut des parcs au Québec. Ensuite, elle a forcé Hydro-Québec à se préoccuper davantage d'environnement. Enfin, elle a initié toute une réflexion sur l'importance des milieux naturels. Je n'ai jamais nié que c'est un petit coin de paradis, ça, c'est inévitable. Mais, ça, en tout cas, ma perception, c'est que ce que nous voulions faire ne défaisait pas le petit coin de paradis. Tout ce groupe-là, je pense qu'on a inspiré d'autres campagnes. Il n'y a jamais d'obstacles si importants qu'on ne puisse pas s'y attaquer si on a des convictions, puis si les arguments qu'on défend sont authentiques et sont réels, sont fondés. Mais de toute façon, Bédard avait raison. Bédard continue d'avoir raison et puis je le remercie de m'avoir aidé parce que peut-être sans lui, Dieu sait qu'est-ce qui serait arrivé.